Avait des enfants, que vous aviez parfois des enfants plus petits que ceux que nous accueillons ici, même si c'est une semaine de travail pour nous. Et donc, nous avons décidé de maintenir cette réunion dans ce format hybride, même si je l'avoue que j'ai une nette préférence à ce qu'on puisse établir ce contact direct. C'est relativement rare que ce type d'occasion se présente à nous, donc autant essayer de les cultiver, en tout cas d'essayer d'échanger dans l'interactivité la plus poussée possible. Alors, naturellement, je m'adresse à tous les parents, y compris ceux qui sont à distance, pour vous inciter au moment venu à poser vos questions, à échanger, à interagir. C'est le but de cette réunion. On a beaucoup de choses à partager avec vous, naturellement, mais le but, c'est aussi de prendre un temps d'échange sur un certain nombre de questions. Alors, pour le dérouler, pour rappel aussi, puisque je pense que c'était précisé dans le message que vous avez reçu, nous avons un temps en réunion plénière, donc tous les parcours confondus, donc à peu près 1 heure, si on peut faire une petite heure, pour laisser ensuite un temps par parcours, puisqu'il y a des spécificités dans chacun des parcours, et c'est important aussi, justement, de pouvoir évoquer ces quelques spécificités directement avec vous. Dans le cadre des échanges que l'on va avoir, du coup, je vous invite aussi, si vous avez des questions d'ordre général, à les partager pendant la réunion générale. Et si vous avez des questions spéciales liées au parcours particulier, exemple la licence européenne avec les visitings, certaines questions linguistiques, etc., vous les réservez pour la deuxième partie de la réunion, de manière à ce que nos échanges aujourd'hui puissent effectivement, pendant cette heure, parler à tous. Alors, je suis accompagné d'un certain nombre de mes collègues qui sont déjà arrivés, d'autres sont en cours et nous rejoindront ou en réunion. Donc, je suis accompagné de Madame Martin, qui est à ma gauche, qui est la responsable du parcours droit, culture, juridique, mais elle est aussi et surtout, je dirais, enseignante sur l'unité de transition et la personne qui est en charge des dispositifs d'accompagnement et de réussite de nos étudiants, en particulier en première année, ce qui est très important, mais pas que. Ensuite, il y a Madame Alice Caravetta qui nous rejoindra, qui est en charge du parcours LAS, donc droit, culture, juridique, spécialité pour ceux qui font l'accès santé. Donc, c'est un nombre d'étudiants relativement restreint, mais qui ont un parcours qui est assez complexe et costaud. Donc, il y a souvent des questions à évoquer ensemble là-dessus pour bien réussir ce parcours. Ensuite, à ma droite, je suis accompagné par Madame Durelmark, qui est assesseur en charge des affaires académiques, donc une casquette générale, mais aussi responsable du parcours droit sciences politiques. Monsieur Raka, qui nous rejoint dans un instant, qui est le responsable du parcours licence européenne et qui est aussi en charge du développement international de notre maison. Madame Laref, qui est en cours, si je ne me trompe pas, et qui nous rejoint, qui est assesseur au doyen en charge de la vie étudiante. Alors, cela inclut pas mal d'éléments. Et donc, si elle est pas, tant qu'elle n'est pas là, c'est moi qui prendrai le relais là-dessus, aussi bien la vie dans les cours qu'à côté des cours. Et peut-être aussi en lien, mais c'est plutôt moi que elle, avec les questions sécuritaires, puisque nous sommes sur une période un peu particulière. À ma gauche, Monsieur Romain Lavallée, qui est le responsable du service scolarité-études pour les licences, et Marie-Dominique Fels, qui est la responsable aux études des étudiants de licence 1. Voilà, donc on mobilise un maximum de personnes pour pouvoir vous accompagner. J'ajoute Madame Letombe, qui est tout devant, qui est l'enseignante en charge du cours de droit civil en première année, et Madame Durelmark, qui est en charge du cours de droit constitutionnel en première année. Donc, ça nous permettra aussi, du coup, de faire des analyses un peu plus fines par rapport aux éléments qu'on va partager ensemble. À titre introductif, un dernier élément à rajouter de mon côté, c'est le sens qu'il faut mettre à cette réunion. Alors, quel est le sens? Ça fait maintenant une dizaine d'années, même plus, qu'on fait cette réunion, qu'on la tient avec les parents. Et l'objectif, c'est de faire un petit point d'étape, en réalité, en présence des parents, en échangeant avec les parents et pas qu'avec nos étudiants, sur pas la situation individuelle de chacun des étudiants, puisque je ne peux pas faire 640 réunions en une, mais en lien avec les premiers résultats qui sont tombés. Et ça nous permettra, ça vous permettra de situer à peu près votre enfant dans les résultats qui sont tombés. Ça nous permet, à un moment de l'année qui est encore assez tôt, on va dire ça comme ça,
de tirer parfois la sonnette d'alarme et de prendre conscience des dispositifs qui existent pour faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté, du côté de votre enfant, pour réussir ses études de première année et surtout ce passage, ce cap un peu particulier qu'est la première année et en particulier le premier semestre de la première année. On en arrive au cœur. Donc, la première année de droit, alors qu'on est sur une discipline sciences humaines et sociales, paraît souvent accessible. Je le dis toujours comme ça. Mais le gap qu'il y a entre le lycée et l'université n'est pas anodin. Il est assez important. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les étudiants, ils ont besoin d'un accompagnement académique, pédagogique, pour s'habituer à une méthodologie particulière. C'est ce que nous essayons de faire et nous faisons dans le cadre des différents dispositifs que nous déclinons, mais ils ont aussi parfois un peu d'aide plus globale, si je peux me permettre, afin justement de prendre conscience du fait que l'université, ça n'est plus le lycée, que ce qui est demandé comme engagement n'est pas le même que celui qui était demandé avant, qu'une forme d'autonomie et conscience est nécessaire. Et sur ça, très sincèrement, on a besoin de vous, les parents, parce que le contrat, et en particulier en première année, je le dis et je le répète chaque année, est un contrat vraiment trilatéral, on y croit. C'est un partenariat à trois, l'établissement, l'étudiant au cœur, l'établissement en face, mais aussi les parents, puisque, et là on ne se cache pas derrière notre doigt, si vous avez fait le choix de la Cato, c'est un choix qui est lourd de sens. Vous êtes venu parce que nous sommes la plus belle faculté de droit naturellement de France, du monde, de l'univers, c'est ce que je dis à vos enfants. Donc ça, c'est la première chose, mais nous sommes aussi un établissement payant et donc il faut être conscient derrière qu'effectivement, notre relation, on souhaite qu'elle soit le plus transparente et honnête possible. Une fois que je dis ça, deuxième chose qui arrive, j'aimerais aussi vous dire que vos enfants, pour la plupart, sont déjà majeurs ou le deviendront dans quelques semaines, mois, années pour quelques rares cas, mais qu'ils sont majeurs. Donc, en principe, la relation que nous entretenons là n'est pas la relation normale, naturelle, lorsqu'on arrive en université. En tout cas, c'est comme ça que c'est souvent présenté, afin de dire, bah, nous, on échange avec des majeurs, et donc ces majeurs, s'ils le souhaitent, ils échangent avec leurs parents afin de pouvoir avancer là-dessus. Donc, on déroge un tout petit peu à cette règle. Donc, c'est cette rencontre-là, tout simplement, pour dire, on croit quand même en fait que la réussite, elle est souvent liée à une bonne relation trilatérale. Deux, et ça c'est beaucoup plus important, on croit aussi à la progressivité dans cette autonomie. On ne gagne pas l'autonomie du jour au lendemain en claquant des doigts. Alors, il y a des enfants qui sont plus capables justement d'agir en autonomie que d'autres. Néanmoins, il y a un accompagnement qui est nécessaire. Moi, j'aime bien dire qu'ils arrivent ici, on les prend un peu par la main. Et l'objectif, c'est, avec un bon accompagnement, progressivement de lâcher la main et de les laisser s'envoler tout seuls. Et dans ce cas-là, tout rentre dans l'ordre. Et donc, on décale de quelques mois, effectivement, cette relation où notre interlocuteur quasi exclusif est finalement l'étudiant. Autre élément qui me paraît important dans cette réunion, c'est une prise de conscience et un échange avec les parents sur un certain nombre de dispositifs qui existent pour avoir des informations. Donc, souvent, on nous dit pourquoi vous ne nous avez pas informé de ceci, pourquoi vous n'avez pas envoyé un mail, pourquoi on n'a pas eu plus d'informations statistiques. Bah, parce qu'on n'est plus au lycée, parce que c'est plus une plateforme telle qu'École Directe sur laquelle on a les codes de l'enfant et les codes des parents. En réalité, on est sur des plateformes où l'usager est l'étudiant. Donc, à partir de là, nous, on vous dit, il existe un certain nombre d'outils, de moyens dans lesquels vous pouvez avoir accès à ces informations, mais nous, on ne peut vous les communiquer, sauf si l'enfant est encore mineur, que si votre enfant a donné son consentement. Par contre, vous, avec votre enfant, vous pouvez avoir conscience de ces outils-là et lui demander s'il serait possible, effectivement, de regarder ces quelques éléments qui se présentent à eux. C'est important de le rappeler parce qu'on est dans une fac de droit et en principe, on doit respecter ces questions liées au consentement aussi. Donc, encore une fois, on sait qu'on déroge un peu pour commencer. Cette dérogation est nécessaire aussi pour la prise de conscience de chacun, de ce qui existe. Et enfin, pour aller vers des incitations pour vivre le plus dans la transparence et dans la confiance, la relation qui nous unit. Voilà les quelques éléments introductifs qui me paraissent importants. Une fois que j'ai dit cela, on va rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la promo et comment sont répartis effectivement les étudiants. Donc, comme je le disais, je ne sais pas si vous avez fait les portes ouvertes, on a fait un choix ici qui était très simple, c'est que nous recrutons
nos étudiants en pensant à nos capacités d'accueil réelles, 640 places à l'hôtel Theilhard-Chartin qui est censé accueillir effectivement les étudiants de première année. Donc, sur Parcoursup, on a donné à peu près 648, 650 réponses positives, sachant statistiquement depuis des années qu'on en perd une dizaine, et après, on perd quelques unités d'étudiants dans les premières semaines. Nous sommes aujourd'hui à 632 étudiants régulièrement inscrits en première année de droit. Donc, on est parfaitement dans les clous en termes de taille. Ça peut paraître énorme, ça reste un petit établissement, volontairement. Donc ça, c'est un choix que nous avons fait pour l'instant de ne pas dédoubler les différents parcours. Ensuite, vous voyez comment les étudiants sont répartis dans les différents parcours. Le parcours droit et culture juridique, que j'appelle moi parcours de droit pur, en réalité, puisqu'on est sur le droit francophone avec la plus grande palette d'options juridiques qui s'offre à nos étudiants. C'est le plus gros parcours, 285 étudiants. Après, vous avez dans ce parcours, en plus, 25 étudiants qui sont en accès santé. C'est un tout petit groupe, puisque si on veut devenir médecin, c'est relativement rare qu'on choisisse le droit. Néanmoins, il y a certains qui font ce choix-là. Et pour que ça marche, il faut que le groupe soit petit et que chacun soit conscient de ce qu'il attend. Et après, on arrive sur les parcours avec des numerus clausus un peu plus serrés, avec la licence droit et sciences politiques qui compte 175 étudiants et la licence européenne, 147 étudiants cette année. Voilà à peu près une image. Quand on voit cela, on se dit, bon, bah, du coup, on rentre quand même dans des dispositifs un peu quand on est dans la spécificité des parcours. Néanmoins, sur les matières fondamentales, que ce soit l'unité de transition et ensuite ce qu'on appelait les matières fondamentales, mais qui restent fondamentales, droit constitutionnel, droit civil, et la déclinaison dans chacun des dispositifs, cela nécessite de créer 26 groupes supplémentaires pour pouvoir suivre ce qu'on appelle les travaux encadrés. Donc, on voit très bien la déclinaison, 640 tous ensemble en amphi, en constit civil. Ensuite, dans chacun de nos parcours, en fonction des matières que l'on suit, qui sont orientées dans mon parcours, c'est les chiffres que vous voyez au-dessus, en amphi ou en salle plus grande. Et enfin, c'est les groupes de TD qui sont constitués finalement avec un maximum de 25-26 étudiants chacun. Ça nous permet assez rapidement, et là je ne vous présente pas les autres dispositifs puisqu'on y reviendra, on a aussi les conférences ou ateliers de méthodologie où les étudiants se présentent au maximum à 8-10. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs niveaux d'échange avec les étudiants, des niveaux d'échange plus traditionnels dans l'université comme celui-ci, et après des niveaux où on rentre dans une relation plus individuelle et qui nous permettent très vite de connaître votre enfant par son prénom. Je l'ai souvent dit, il y a très rapidement, au bout de 3-4 semaines, une dizaine de personnes qui sont des vrais interlocuteurs de votre enfant et avec qui il peut établir justement des échanges plus approfondis sur des difficultés qui peuvent être ressenties tout de suite. Voilà sur une photocopie de comment ça se présente. Je vais passer la main peut-être à Romain sur les outils de communication. La seule chose que je veux partager avec vous ici, ça aussi pour que ce soit compris et sur lequel c'est important, il y a des moyens de communication officiels et des moyens de communication officieux. Nous, on s'engage sur la véracité et la pertinence de la formation sur les moyens de communication officiels. Les moyens de communication officiels sont ceux donc, qui sont utilisés par l'établissement, que ce soit l'adresse mail Lacato de l'étudiant ou que ce soit des outils comme ceux que M. Lavallée va vous présenter. À côté de cela, nous avons d'autres moyens officiels qui sont des moyens comme celui que nous vivons aujourd'hui, à savoir des rencontres qu'on utilise avec vous ou avec vos enfants dans tel ou tel dispositif. Et après, il y a l'officieux. On est toujours à l'écoute des étudiants s'ils ont besoin d'échanger avec nous. On est aussi en contact avec les délégués de promotion qui peuvent faire et prendre le choix de créer un groupe WhatsApp ou de créer un groupe sur le réseau social pour communiquer de l'information qu'ils obtiennent en tant que délégués de promotion. Néanmoins, ceci n'est pas une information qualifiée. Ce n'est qu'une transmission d'informations de la part de quelqu'un qui joue le rôle de délégué et qui utilise des dispositifs parallèles. Nous savons aussi que des étudiants nous écrivent par leur adresse personnelle. Souvent, on ne répond pas à cette adresse personnelle, mais si jamais on répondait à l'adresse personnelle, moi, c'est plutôt le mail à l'adresse Cato que je considérerais comme étant la formation solide, fiable, qui émane de cet établissement-là. C'est important de le dire parce que parfois, il y a des recoupages qui peuvent se télescoper un tout petit peu. Donc, c'est important que vous aussi, vous soyez conscient de ces outils-là. Donc, je laisse Romain, qui les maîtrise mieux que moi, vous en dire quelques mots.
Alors, bonsoir. Donc, Monsieur le doyen a déjà évoqué pas mal de choses. Donc, je vous présente juste donc, la plateforme que les étudiants utilisent tous les jours, qui est Agora. Euh, donc, sur ce portail, les étudiants retrouvent un certain nombre d'informations plutôt administratives et notamment des news. Vous voyez le bandeau vert et noir. Donc, ce sont des messages qu'on adresse directement aux étudiants, soit des messages ciblés pour une promo spécifique, soit des messages plus généraux à l'ensemble de la faculté pour signaler une absence d'un enseignant, pour voilà, toute information qui pourrait être utile. Les listes d'émargement pour les examens, les convocations aux examens, etc., tout se passe aussi via Agora. Donc, c'est vraiment l'outil qu'ils doivent regarder tous les jours. Ils y retrouvent aussi leurs notes. Au fur et à mesure qu'elles peuvent être encodées, ils retrouvent leurs notes. Là, par exemple, les notes de l'unité de qu'on va présenter après, elles sont disponibles sur l'espace Agora de l'étudiant. Il a également accès à un certain nombre de documents, le règlement des études, le calendrier universitaire de l'année. Tout ça a été diffusé dès le début de l'année, donc l'étudiant peut y avoir accès. Il peut retrouver son certificat de scolarité aussi directement, qui peut être téléchargé, par exemple. Et ensuite, il a tout euh, des onglets de liens utiles avec tous les services de l'université. Par exemple, vous voyez CPSU, c'est le centre de santé de l'université. Donc, il retrouve tout un certain nombre de contacts. Euh, donc, je ne reviens pas sur l'adresse Lacatolil que l'étudiant doit utiliser et que nous utilisons aussi pour le contacter. Euh, le rappel qui est fait ici aussi en bas, c'est que les étudiants ont donc 8 jours pour justifier leurs absences et les motifs d'absence justifiés sont très clairs dans le règlement des études. Ils sont assez limités aussi. Donc les absences sont justifiées par certificat médical, pour une convocation officielle judiciaire administrative ou pour le passage du permis de conduire. Au-delà de ces motifs d'absence, l'absence est potentiellement non justifiée, sauf accord éventuel du responsable de formation. Voilà, comme ça, vous avez un peu le cadre aussi pour pouvoir répondre à certaines questions. Typiquement, certains de vos enfants sont peut-être engagés sur des dispositifs associatifs. On reçoit une demande d'absence pour pouvoir participer à la régate, par exemple. C'est vraiment des cas concrets. Elle n'est pas automatique, cette autorisation d'absence. En principe, on doit être en cours et pas à la régate, mais on est quand même à l'écoute. Donc, on leur dit, d'accord, ce serait possible, mais le but, ce n'est pas que tu sois absent. Le but, c'est que tu ailles voir ton enseignant et demander s'il existe un autre groupe de TE auquel tu peux participer exceptionnellement cette semaine pour pouvoir être à la fois présent en cours et à la régate. Si c'est un cours en amphithéâtre, on est naturellement moins à cheval que si c'est un cours en travaux encadrés. C'est souvent dans les petits groupes que nous sommes particulièrement attentifs à la présence. Merci. On peut passer à la suite. Donc, le deuxième outil que les étudiants utilisent quotidiennement, c'est Hyperplanning. C'est l'outil qui leur permet de voir leur planning en temps réel individuellement depuis Agora également. Non, J'allais vas-y. dire qu'il est aussi accessible aux parents, cet outil, mais Oui, pas tout à dans le fait. format auquel leur enfant le Alors, voit. vous pouvez avoir accès à ce planning sous ce format ici, qui est le planning de la promo entière. Donc, le lien est indiqué juste en haut, planning univ-catolil.fr 2023-2024 invité. Et vous aurez cette photo-là également en visuel. Et vous pouvez faire défiler toutes les semaines du semestre. Et là, vous voyez les petits 1, 2, 3, 4, ce sont des groupes de TE Voilà. affectés. Donc, votre enfant est l'un de ces groupes-là. On peut pas, en tout cas, vous ne pouvez pas voir lequel, puisque les combinaisons ne sont pas toutes obligatoires. Sauf si vous savez dans quel groupe spécifiquement est votre enfant.
faut faire dérouler à chaque fois en cliquant sur 1, 2, 3. Vous avez les noms des groupes qui apparaissent pour vérifier. Et là, typiquement, c'est la photocopie du planning des étudiants de cette semaine pour la licence 1 DCJ. Voilà. Ensuite, pardon. La troisième plateforme que les étudiants utilisent quasiment quotidiennement aussi, c'est eCampus. Là, c'est plutôt une plateforme pédagogique, donc qui fait le lien entre les enseignants et les étudiants. Sur cette plateforme, les étudiants retrouvent un espace différent par cours qu'ils suivent cette année. Et les enseignants sont affectés dans leurs cours et peuvent déposer des documents, des supports pour les étudiants en complément du cours qui est suivi, le plan du cours, ou des documents spécifiques qui ne seront pas vus en cours, mais que l'enseignant demande à être travaillés, etc. Des exercices d'entraînement, le QCM de l'unité de transition voilà, sont passés par Paris Campus. Des corrigés, voilà. Voilà. Tout document que l'enseignant estime utile pour l'étudiant, en tout cas, peut être déposé via eCampus et l'étudiant y a accès tout au long du semestre. Il y a aussi le module entièrement en auto-formation que les étudiants doivent suivre, qui est donc disponible sur eCampus avec voilà, toutes les étapes qui sont indiquées. Les relances régulières aussi sont faites aux étudiants quand il y a des deadlines à respecter sur des modules. Voilà, on peut communiquer avec l'étudiant directement depuis eCampus par mail. L'étudiant reçoit un mail sur sa boîte Lacato et il est informé en direct des nouveautés par l'enseignant. Dans ce que vient de dire M. Lavallée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des dispositifs accompagnés sur lesquels on dispose aussi un certain nombre de choses, mais c'était intéressant de dire aussi les auto-formations, puisque on le fera vers la fin justement de cette présentation de la Ah première heure. merde. Zut, il faut le dire. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle un dispositif d'auto-formation qui est le dispositif d'auto-formation au module numérique, donc dans les compétences que doivent acquérir vos enfants dans le cadre de leur cursus, et en particulier en première année, ils doivent attester de la capacité de se promener aisément dans ces espaces-là et de faire un usage intéressant et intelligent des outils numériques en lien avec la bibliothèque et quelques autres exercices qu'on leur propose. Celui-ci ne nécessite pas un échange avec un enseignant en face à face. Il y a des référents auprès de qui ils peuvent se retourner, mais c'est un dispositif qu'ils suivent tout seuls comme des grands sur cette plateforme. Car précisément, c'est du numérique et du digital. C'est logiquement. Voilà. Alors, Merci. vous l'avez compris, donc il y a trois niveaux, trois canaux officiels numériques ou en tout cas intelligents qui sont utilisés. Le mail, rien de plus classique aujourd'hui, mais les plateformes que vous avez vues, une sur les emplois du temps, une sur les éléments purement académiques et une sur les informations de tout ordre qui peuvent aller de la scolarité jusqu'à des questions liées aux animations sur le campus. Typiquement, je fais une parenthèse, ce n'était pas prévu, mais je la fais quand même. Les informations type sécurité sont communiquées sur l'espace Agora. Vous, en principe, parents, vous ne recevez pas forcément toujours ce type d'informations. Parfois, on le fait quand on considère que c'est absolument indispensable. Là, typiquement, on a une alerte maximale. Donc, tous les étudiants ont reçu un certain nombre de messages, justement, leur indiquant comment désormais vont fonctionner les portiques, quel est le dispositif de sécurité mis en place et quels sont les comportements qu'on doit adopter, quelles sont les affiches qui vont apparaître, parce que ça peut être aussi anxiogène hein, quand vous êtes arrivé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a maintenant 2 alertes supplémentaires qui apparaissent avec des processus particuliers au cas où il fallait se confiner, où il fallait quitter les bâtiments dans l'urgence. Ce sont des informations qu'ils peuvent partager avec vous assez facilement, encore une fois, et
parfois, de temps en temps, on fait aussi une communication à destination des parents quand on considère que ça atteint un niveau qui paraît très important. Sur ce type d'infos, si vous avez envie vraiment de nous écrire, vous n'hésitez pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous répondre sans vous inciter à nous écrire tout le temps, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est particulièrement attentif puisque ça peut être effectivement relativement anxiogène. Puisque j'ai évoqué la question sécurité, donc sachez que ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il n'y a plus aucune entrée et sortie sans le badge ici, qu'on a doublé le nombre de vigiles devant chacun des portiques, que lorsqu'on fait des événements comme ce soir, vous avez vu qu'il y avait des personnes qui vous accueillent, et il y a la police et Opération Sentinelle, on a même l'armée, etc., qui passent régulièrement plusieurs fois par jour aux entrées, aux sorties, surtout sur les heures de pointe. Ceci, ce n'est pas nous qui le maîtrisons, c'est bien la préfecture qui le maîtrise, puisque nous sommes un établissement qui accueille du public, donc un ERP, et ça suppose une vigilance particulière. En tout cas, on a pris cette question-là très au sérieux, et vous avez vu que même si les portiques, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est un des éléments qui permet les alertes précoces s'il le fallait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments généraux pour l'instant? A priori, ce n'est pas la partie la plus compliquée. On va rentrer maintenant dans cette logique de la transition lycée-université et un des dispositifs dont on est même très fier, puisqu'il a porté ses preuves jusqu'à aujourd'hui, en tout cas démontré son utilité, c'est le dispositif qu'on appelle l'unité de transition. Donc l'unité de transition, pour 3 semaines à peu près, vos enfants suivent des enseignements qui leur permettent de mieux intégrer finalement les études en droit, surtout autour de questions liées au vocabulaire, à l'organisation de la justice, au fonctionnement de la justice, etc. Alors, ce sont, mais je ne sais pas si Caro, tu veux en dire un mot. Allez, donc Caroline peut en dire un mot et moi je reviendrai dessus. Bien, bonsoir à tous. Donc, l'unité de transition, comme vous l'a dit monsieur le doyen, c'est un temps qui est dédié à faciliter le passage du lycée à l'université. Donc, pendant ces 3 premières semaines, les étudiants ont eu des cours, mais aussi des séminaires type apprendre à apprendre, où on leur a donné des conseils sur la prise de notes, sur l'organisation, comment timer la semaine, puisque tout change, tous les repères sont différents. Donc, pendant ces 3 semaines, ils ont pu s'adapter, trouver leur rythme, trouver leur manière de travailler. Et à l'issue de cette unité de transition, durant laquelle il y a eu 3 cours, donc les cours qui sont affichés ici, introduction générale au droit public, introduction générale au droit privé et organisation de la justice. À l'issue de ces 3 cours, ils ont été évalués. Alors, cette première évaluation, je pense qu'on va en parler tout de suite après. Elle est importante, non pas en termes de coefficients, même si elle compte, hein, bien entendu, mais elle est surtout importante en termes de repères. Ça leur donne déjà une première note et qui leur permet de voir si leur travail, leur façon de travailler a payé. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est le temps aussi, puisqu'on est en tout début d'année, c'est le temps pour revoir l'organisation, revoir la façon de travailler, se remettre en question. Donc, c'est une note qui sert plutôt de référence, qui est très importante pour repartir ou continuer sur un bon rythme et voilà, trouver la meilleure manière de travailler. Donc, cette évaluation, c'est la première que subissent vos enfants quand ils arrivent ici, subissent au sens positif des choses, et elle nous permet effectivement de tirer quelques leçons. C'est la fameuse sonnette d'alarme, s'il le faut, ou en tout cas, ça peut être aussi des curseurs intéressants. C'est important de se dire qu'elle n'est pas cosmétique quand même. Caroline l'a dit, je le répète pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire qu'il y a des points ECTS qui sont accordés à ces évaluations. Il y a 3 ECTS, donc c'est 1/10 du poids du semestre qui se trouve sur cette évaluation. Et s'ils ne l'ont pas réussi sur le semestre consolidé, il y a un rattrapage obligatoire qui leur est proposé. Mais ça veut dire que ce n'est pas juste de l'information introductive que l'on peut ranger. Si on ne l'a pas validé, il faut revenir dessus.
Généralement, allez, je vous annonce une bonne nouvelle, généralement, les résultats à ce premier examen ne sont pas terribles. Donc, ça veut dire qu'on est autour de moyenne de 7, 7,5, 8. Cette année, il faut dire que vos enfants ont été plutôt bons pour du droit. Alors, plutôt bons pour du droit. Bon, vous avez la moyenne de la première matière, 10,58, la moyenne de la deuxième matière. Donc, quand on dit première matière, introduction générale au droit public et privé. Et deuxième matière, organisation de la justice. Donc, on a des moyennes d'amphi qui sont au-dessus de la moyenne. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça veut dire, un, que le dispositif fonctionne, peut-être aussi dire que vos enfants sont très motivés et engagés et qu'effectivement, on trouve un certain nombre d'étudiants qui ont bien compris qu'il faut commencer tout de suite. La moyenne de l'unité de transition de 10,5, on est 1,5 point, 2 points au-dessus des moyennes d'années passées. Ça fait 2 ans que ça se stabilise autour de 10. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on dit 10 en droit, ce n'est pas d'autant plus que ça me gêne de dire ça, mais quand on dit 10 en droit au premier semestre, dès qu'on démarre, c'est plutôt bien. Je ne dis pas que c'est la super note. Je ne dis pas qu'il faut se contenter d'avoir la moyenne, mais je dis que c'est plutôt bien et il faut l'avoir en tête. Donc, si votre enfant est arrivé à la maison et vous a dit j'ai eu 10, j'ai eu 11, bah, il faut plutôt le féliciter et l'inciter à faire encore mieux la prochaine fois, c'est qu'il est sur la bonne voie. Les sonnettes d'alarme, pour nous, c'est en dessous de 8 sur cet examen, pour avoir une petite idée où on se dit là, il y a une vraie difficulté et il faut vraiment se prendre en main très vite parce que ça veut dire qu'on a des soucis non seulement méthodologiques, là, la méthodologie n'est pas encore arrivée de manière très forte, mais aussi pour s'habituer au vocabulaire juridique, pour comprendre véritablement ce qui est attendu, pour comprendre l'univers dans lequel on s'apprête à plonger. Et donc ça fait partie des petites choses sur lesquelles il faut être attentif, à l'écoute, vérifier et effectivement travailler là-dessus. Si on est quand même sur des notes qui sont inférieures à 8 ou même à cette moyenne-là, pareil, il faut tirer la sonnette d'alarme, mais il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas la fin du monde, ça n'est pas dramatique, ça n'est pas grave. Pourquoi ça n'est pas dramatique, ça n'est pas grave? Puisque, comme je l'ai dit, ça ne vaut que 1/10 finalement du poids du semestre et donc 1/20 du poids de l'année. Comme cela généralement se compense, etc., c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête, mais on reviendra tout à l'heure avec le fonctionnement de prélude pour que vous voyez que ce n'est pas juste une question de moyenne générale, mais moyenne par bloc de compétences désormais. Vos étudiants, ils doivent avoir la moyenne dans chacun des blocs de compétences qui s'offrent. La composition des blocs étant faite de telle manière qu'il y ait toujours des matières un peu plus accessibles qui permettent les logiques de compensation. Alors, ensuite, vous avez les statistiques naturellement par parcours pour voir effectivement s'il y a des grandes différences. Les différences ne sont pas énormes. Bon, classiquement, à raison d'une sélection un peu plus importante pour les parcours à numerus clausus plus serrés, on retrouve cet écart d'1 point, 1,5 point, 2 points entre les différents parcours. Il faut être attentif sur d'autres parcours qui sont très compliqués. Je parlais des LAS. Est-ce qu'il y a des LAS ici? Donc, OK, c'est pas. Voilà. Là, on a affaire effectivement à des situations où les étudiants ont des choses difficiles des deux côtés et il faut savoir aussi bien prioriser, bien travailler les temporalités des différents exercices et faire le nécessaire pour arriver à ces fins. Mais en tout cas, il y a une forme de cohérence, 10, 11, 12, vous voyez, il n'y a pas de gros écarts et ce sont des écarts qui sont à peu près les mêmes quand on regarde de l'autre côté. Bon, après, vous voyez que chacune des notes finales est constituée de 2 notes. Une note qui a été faite sur eCampus en distanciel, une autre en présentiel, donc un examen en amphithéâtre. Et le tout, nous donnons la moyenne générale. Ça va jusqu'ici? Donc, l'info qu'on vous donne là, ça n'est qu'un repère. Ça n'est pas une fatalité au sens négatif et ça n'est pas non plus une victoire définitive, loin de là. Ce n'est pas parce que j'ai réussi à avoir 15 que ça y est, c'est certain, je n'ai plus aucune difficulté. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont 15 là, mais qui se retrouvent à 7 derrière à l'examen qui suit.
Donc, il faut faire très attention à cet élément-là aussi. Madame. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais je réponds tout de suite. Donc, faut-il, si on n'a pas eu 10 à cet examen-là, donc je répète pour ceux qui sont à distance, si on n'a pas eu 10 à cet examen-là, est-ce qu'il faut le repasser? Pas systématiquement. On ne le repasse que si on n'a pas la moyenne dans le bloc de compétences dans lequel se trouve l'unité de transition. Si j'ai 9, mais j'ai 10 et demi au bloc, j'ai validé aussi l'unité de transition et sur le PV, ça apparaît acquis par compensation. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est le bloc acquis. Donc, seuls les étudiants n'ayant pas validé le bloc doivent le repasser. C'est un peu plus précis que ça ensuite, puisque le bloc 2, par exemple, là on est au bloc 2, si je ne me trompe pas, toutes les matières du bloc 2 du semestre 1 se compensent entre elles, et le bloc 2 du semestre 1 se compense avec le bloc 2 du semestre 2. Donc, ça n'est qu'une fois qu'on a fait toutes ces opérations de compensation générale qu'on sait si l'étudiant doit repasser ou pas. Maintenant, si l'étudiant a une très mauvaise note, si j'étais lui, je m'y mettrais tout de suite. Voilà. C'est du réalisme, c'est souvent révélateur d'un manque qui nécessite. Et même si on ne repasse pas l'examen, ce n'est pas grave, au moins on a été comblé un déficit de connaissances que nous avons eu à ce moment-là de l'année. Bon. Là, ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas de tirer l'oreille ou de féliciter. C'est encore une fois prendre conscience. Pourquoi? Parce que ceci peut nous mener vers les dispositifs d'accompagnement et de réussite qu'on voulait vous présenter. On ne veut pas juste vous présenter des notes et des moyennes, mais plus de vous dire il y a encore beaucoup de moyens, au-delà de la volonté et de l'engagement personnel de l'étudiant, de tout le corps que nous formons, puisque c'est trilatéral, on a dit, il faut aussi un entraîneur pour réussir, hein, c'est pas juste un bon joueur, il faut encore que les joueurs jouent comme il faut sur le terrain. Et après, si on a des difficultés, peut-être qu'on a besoin d'un entraînement spécifique. Et donc, Madame Martin va reparler de ce coaching particulier qui est fait sous forme tutorée, collective ou individuelle. Merci. Donc, nous proposons un accompagnement sur la base du volontariat. Donc, déjà, je reviens un petit peu en arrière sur le travail qui est exigé chaque semaine. Donc, les étudiants ont des TD, vous le savez, en droit constitutionnel et en droit civil, qu'ils doivent préparer chaque semaine. Au sein de ces séances de TD, alors là, c'est une petite parenthèse que je m'autorise puisque j'ai aussi des groupes de TD. Ils ont des documents à lire régulièrement et puis des exercices à réaliser. Alors, pour ce qui est de la réalisation des exercices, globalement, ils réalisent le travail. Pour ce qui est des lectures, ils considèrent ça souvent comme accessoire ou alors ils sont rebutés au premier mot de vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. Or, j'aimerais que vous leur passiez un message aussi, alors même si nous, on le passe régulièrement, c'est qu'on apprend à écrire le droit aussi en lisant le droit. Et donc, même s'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils lisent au départ, il faut se familiariser avec ces différentes lectures. Ça va véritablement les aider pour plein de choses, pour comprendre les notions, pour écrire correctement, pour maîtriser le vocabulaire, pour ne pas faire de fautes d'orthographe. Donc, c'est très important de travailler la totalité de leur séance de TD. Donc, tout est fait pour qu'ils puissent progresser en travaillant chaque semaine leur séance de TD. Si néanmoins, ils ont des difficultés ou s'ils veulent encore mieux progresser, on leur propose des ateliers et du tutorat individuel. Donc, les ateliers, ce sont des petits groupes de 8 à 10 étudiants maximum qui sont proposés toute la semaine à des horaires différents en droit civil, en droit constitutionnel. Donc, on essaye vraiment de balayer l'intégralité de la semaine pour que chaque étudiant puisse s'y retrouver et au moins un créneau qui lui permet d'aller en atelier. Donc, ça peut être très tôt le matin, très tard le soir. Il y a des ateliers en visio, des ateliers en présentiel, des ateliers éventuellement le samedi matin pour certains de mes collègues, entre midi et 2, donc ce qui leur permet de s'inscrire, de trouver un créneau. Au sein des ateliers, ils vont travailler un exercice.
en direct. C'est-à-dire qu'on va leur donner un sujet de dissertation et on va scinder par étapes en leur demandant de travailler sur la délimitation du sujet. Et puis, on va les aider. Donc, c'est un enseignant qui va les aider à construire l'exercice. Donc, ça, ce sont les ateliers. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, et vous pourrez nous aider aussi sur cette notion-là, c'est qu'on apprend à réaliser un exercice en s'entraînant. Il n'y a pas de secret. Donc, il faut vraiment qu'ils travaillent, même si au départ, le résultat n'est pas celui escompté, il faut persévérer et plus ils s'entraîneront aux exercices méthodologiques, mieux ils réussiront. On propose également le tutorat. Le tutorat, c'est une autre forme d'accompagnement individuel, cette fois-ci, où l'étudiant prend rendez-vous avec un enseignant. L'enseignant lui donne un sujet à travailler chez lui et l'étudiant fait une restitution à l'oral du travail qu'il a effectué. Donc, ça permet de cibler d'autres difficultés. Ça permet, puisque quand on restitue un travail à l'oral et que ce travail n'est pas bien construit, tout de suite, ça se sent dans la fluidité du propos. Donc, l'étudiant va pouvoir cibler lui-même finalement ses difficultés et en discuter avec l'enseignant lors du tutorat. Donc, ces ateliers et le tutorat ont été mis en place depuis le début des TD, une semaine après le début des TD. Donc, ça doit faire 15 jours, 3 semaines que nous avons mis en place les ateliers. Nous avons peu d'inscrits. Donc, alors, moi qui ai demandé à notre doyen de renforcer le dispositif d'accompagnement, voilà, je suis complètement transparente et il l'apprend à ce moment même. Nous avons renforcé le dispositif et nous nous retrouvons avec des ateliers qui sont vides ou des ateliers à 3-4 étudiants. Alors, pour ceux qui viennent, forcément, c'est encore mieux parce qu'être à 3-4, c'est complètement de l'individuel. Mais les étudiants ont du mal à prendre conscience de la nécessité de s'entraîner. Alors, je vais reprendre le propos d'un de mes collègues et une métaphore sportive. On n'apprend pas à jouer au tennis en regardant Roland-Garros. C'est pareil. On n'apprend pas à réaliser un exercice juridique simplement en lisant un corrigé. Il faut s'entraîner. Il faut vraiment réaliser ces exercices. Donc, si vous pouviez les inciter à s'inscrire aux ateliers, déjà, ça m'éviterait d'avoir une réflexion de notre doyen. Et surtout, c'est très important pour eux, il faut qu'ils profitent de cette opportunité. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire on fait les exercices avec eux, on leur apprend. Et même pour les étudiants, alors c'est assez paradoxal, mais ça, c'est vérifié tous les ans. On a beaucoup d'étudiants très bons qui viennent en atelier, qui ont compris, qui viennent s'améliorer, qui viennent décrocher la mention. C'est aussi pour accompagner, évidemment, les étudiants qui ont des difficultés. Et je terminerai avec parfois, j'ai des étudiants qui viennent 3 semaines avant l'examen, 3-4 semaines, et qui ont une révélation en disant « mais je n'avais pas compris qu'il fallait faire ça », et ils ressortent complètement reboostés, avec une confiance en eux. Donc, c'est vraiment important de les inciter à aller en atelier. Merci, Caro. Donc, vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont faits pour aider les étudiants à la réussite. Et je voulais quand même, parce que c'est important que les parents l'intègrent aussi totalement, vous rappeler 3 choses. Bon, alors, il y a des cours en amphithéâtre, etc. Néanmoins, là où on fait le gros du travail sur la dimension méthodologique, qui est l'élément le plus compliqué, c'est quand on est en petit groupe. Quand on est en petit groupe, il y a 3 niveaux différents. Et il y a des niveaux qui sont obligatoires pour l'étudiant, des niveaux qui sont à la carte, donc ouverts à l'étudiant, mais il y en a, et il ne faut pas confondre ce que je viens de dire, qui sont évalués et d'autres qui ne sont pas évalués. Donc, je les reprends un par un.
Dans les travaux encadrés, nous avons fait le choix ici de ne pas faire des TD d'1 h 30, mais bien des TD de 3 heures pour chacune des matières fondamentales et d'autres matières qui viennent là. On a doublé le volume en petits groupes obligatoires à 25-26 étudiants. À cela, donc ça, c'était obligatoire. À cela, on propose des ateliers méthodologiques qui se font à 8 étudiants en règle générale, 8-10 étudiants. Ceux-là ne sont pas obligatoires pour l'étudiant. Néanmoins, tous les étudiants ont une évaluation en cours et à la fin du semestre sur la méthodologie juridique. Un étudiant qui a suivi des ateliers méthodologiques, en plus de ses travaux encadrés, c'est un étudiant qui va à cette épreuve-là the finger in the nose, si je peux me permettre. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que ces ateliers-là sont des ateliers guidés. Ça fait 10, 20, 30 ans qu'on exerce nos fonctions chacun et on voit se répéter année après année les mêmes difficultés, les mêmes complexités dans la construction du raisonnement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi 8 thématiques au semestre 1, 8 thématiques au semestre 2, qu'on décline 10 fois dans la semaine et on leur dit, venez, on va vous apprendre à construire une intro en entonnoir. On va vous apprendre à faire un plan de partie de sous-partie. On va apprendre à travailler telle façon de délimiter les termes du sujet, etc. Une fois qu'ils ont fait ça, c'est intégré. Là, c'est important pour moi de le dire aussi aux parents, parce que si j'étais à votre place, la première question que je poserais à mon enfant en rentrant à la maison, c'est « Et tu as été à l'atelier? Tu as fait lesquels ?» Tu as fait lequel d'atelier? Tu as fait quelle thématique à l'occasion de cet atelier? Et là, on prend conscience qu'effectivement, il y a des choses qu'on crée pour les étudiants, que l'étudiant ne consomme pas au sens positif du terme. Je déteste la dimension consumériste de l'enseignement supérieur. J'ai droit à parce que je paye une scolarité. Vous avez droit à consommer ce qu'on a fabriqué pour vous parce qu'on sait effectivement ce qui est bon pour vous. Par contre, et ça c'est l'autre message que je veux vous lancer par rapport aux ateliers de méthodologie, vous ne pouvez pas les consommer quand vous avez décidé que vous souhaitez les consommer. Nous, ce qu'on sait faire, c'est une dizaine, douzaine, quinzaine d'ateliers par semaine. Alors, si tous les étudiants, les 640, se réveillent en même temps, la semaine avant les examens, c'est ce qui se passe, hein, ou 2 semaines avant les examens, on ne saura pas répondre positivement à leurs demandes. Ça n'est pas possible. Et je vous le dis à vous aussi, puisque l'effort, on le lisse sur un semestre. Moi, quand les étudiants ont 32 heures de cours, que les enseignants ont X heures de cours, et qu'on me dit, vous ne pouvez pas rajouter encore 40 heures semaine, non, je ne peux pas. L'emploi du temps ne peut pas, et leur emploi du temps ne supporte pas non plus cette capacité-là. Donc, si on veut y aller et les consommer positivement, c'est dès maintenant. On ne les a pas commencés maintenant pour dire, réveillez-vous au mois de décembre, parce qu'il y a des examens qui arrivent tout le long du semestre. Et si l'étudiant, malgré tout, a des difficultés, il y a le tutorat, et le tutorat est bien individuel. L'idée, ce n'est pas d'avoir un deuxième cours, c'est de venir à dire, j'ai telle difficulté, est-ce que vous pouvez m'aider? Et l'étudiant vient en conscience de devoir travailler telle difficulté en individuel, pas avec un autre étudiant, pas dans une logique de mentorat ou de parrainage du plus âgé, mais avec un prof face à lui, quelqu'un qui enseigne dans la matière. Caroline a été très gentille, vous l'avez vu. J'ai mis l'année dernière, donc on n'a pas fait encore les comptes de cette année, plus de 2000 heures tutorées en première année et deuxième année, très peu, mais en première année essentiellement de droit. Plus de 2000 heures tutorées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je vous laisse faire les calculs dans votre tête en nombre d'heures d'enseignement, etc., etc. Ça n'est pas pour nous faire plaisir. D'ailleurs, la plupart du temps, on me dit « je n'en peux plus, ça ne passe plus ». Je n'en peux plus, pas je n'en peux plus de l'étudiant, ça ne passe plus. Donc, il faut faire quelque chose, d'autant plus que vous l'avez entendu, pour que ça marche, peut-être qu'on démarre à 8 heures, peut-être qu'on finit à 20 heures, peut-être qu'on ne va pas manger. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire en sorte que tout étudiant puisse y accéder. Donc, s'ils vous disent « je ne peux pas, j'ai cours », c'est qu'ils n'ont pas regardé vraiment tous les créneaux qui étaient disponibles, puisqu'il y en a des créneaux disponibles pour tous. Voilà. Plus de 2000 heures tutorées, je n'en créerai pas 2200 ou 2400, si j'en créerai 2200 puisqu'elle l'a demandé, ou 2300, mais je m'arrêterai à ça, je n'en créerai pas d'autres. Je le dis pour que ce soit conscient aussi, parce que quelque part, il y a une forme de rationalité humaine aussi à prendre en considération. Je ne parle même pas de la rationalité économique. Voilà, sur ces éléments-là, est-ce que vous avez des questions? Alors, question pratique, comment s'inscrit-on aux ateliers? Donc, les étudiants s'inscrivent via eCampus.
Donc, ce qu'on La vous a plateforme présenté tout à l'heure, la plateforme pédagogique. Donc, ils ont les thématiques, il y a un onglet atelier méthodologique. Ils vont retrouver au sein de cet onglet les ateliers de droit civil et droit constitutionnel. Alors, moi, régulièrement, pardon, ils ont une news Agora, puisque comme je me suis un peu affolée du fait qu'il y avait peu d'étudiants inscrits, j'ai vérifié que les paramètres fonctionnaient. Enfin, pas moi, puisque quand on me connaît un peu, c'est pas moi qui peux vérifier. Mais donc, ils ont eu l'information. On a refait une news via Agora, donc l'autre outil, l'outil d'information. Donc, ils ont eu toutes les informations et ils savent également qu'en cas de souci, s'ils ne trouvent pas de créneau ou ils ont des difficultés, ils peuvent revenir vers moi en m'envoyant un mail et je peux les rediriger vers l'assistante des études qui s'occupe des ateliers. Alors, ça n'est pas encore arrivé, mais ça arrive chaque année. Donc, je me permets de compléter ces questions-là pour vous dire que ces inscriptions, puisqu'elles sont faites par l'étudiant lui-même directement sur les campus, elles sont faites sur la base du volontariat, on ouvre un nombre de places par groupe. Donc, 8, 10 maximum. On ne peut pas prendre un 11e sur ce créneau-là. Il y a une chose qui nous fâche immensément, c'est lorsque 10 étudiants vont se mettre sur un groupe et 4 sont absents de ce groupe-là. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent privé 4 étudiants de la capacité de le suivre, alors que c'était un horaire un peu plus sexy qu'un autre. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi de l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai autorisé l'ensemble des équipes pédagogiques de blacklister des étudiants. Un étudiant qui, sans raison valable, ne va pas en atelier méthodologique et à une ou deux reprises s'est trouvé à empêcher d'autres étudiants d'y participer, pourra ne pas être priorisé sur les ateliers à venir. Je le dis là aussi, puisqu'on a dit on consomme positivement et intelligemment. On ne peut pas le faire au détriment de nos camarades, puisque ces groupes-là, encore une fois, ça fonctionne à 8 ou 10 étudiants. Donc, pour que ça marche bien, il faut respecter son engagement au moment où on met son nom. Il arrive quelque chose, je le sais suffisamment tôt, je me désinscris. Il arrive quelque chose, je ne le sais pas assez tôt, je justifie mon absence. Il arrive quelque chose, je n'ai pas justifié, je risque l'exclusion. Voilà. D'autres questions sur ce volet-là? N'hésitez pas. Hein. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons maintenant prendre quelques minutes pour vous parler des cours du semestre 1 avec les enseignants qui font ces cours du semestre 1. Et donc, droit civil, droit constitutionnel, les deux matières fondamentales, les deux grosses matières en nombre de crédits ECTS. Pareil, pour avoir une petite idée de ce que cela représente, cours plus travaux encadrés, c'est 7 ECTS par matière et par semestre. Donc, ça nous fait à L2, 7 et 7, 14, 7 et 7, 14, 28 ECTS sur les 60 de l'année. Si je prends les deux ECTS qu'elles font en plus dans l'unité de transition, Mesdames Letombe et Durel-Marc représentent la moitié des ECTS du semestre. Donc, je vous laisse. Merci, monsieur le doyen. Madame Letombe-Timmerman. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Élodie Letombe-Timmerman et j'ai donc, comme c'est indiqué, en charge le cours magistral de droit civil. Et avec Madame Durel-Marc, on a aussi assuré toute la partie relative à l'unité de transition et l'introduction donc au droit qu'on a fait toutes les deux, évidemment selon nos compétences et nos disciplines respectives. Concernant l'organisation pédagogique, le cours magistral, que ce soit en droit constitutionnel ou en droit civil, ces deux cours magistraux ont lieu le lundi, toute la journée. Donc 3 heures pour le droit civil et 3 heures pour également le droit constitutionnel. Donc c'est un enseignement qui a lieu en amphithéâtre où donc là l'ensemble en fait de la promotion est réuni. Donc, ce qui fait qu'on a un enseignement donc, qui est dispensé aussi en tenant compte de ce nombre d'étudiants qui est effectivement à plus de 600. Cet enseignement, donc en fait, ce cours magistral, comme vous le voyez, est accompagné donc, de ce qu'on appelle les travaux encadrés.
Donc, ces travaux encadrés, c'est une forme de travaux dirigés. Donc, comme Monsieur le doyen l'a dit, donc, sur une plage horaire de 3 heures. Et l'objectif des travaux encadrés est d'assurer, et là aussi pour répondre aux exigences de Prélude et donc des différents blocs de compétences, c'est-à-dire de s'assurer, alors effectivement, de la compréhension du cours, mais également en fait de la mise en œuvre des connaissances et donc d'enseigner aux étudiants la méthodologie juridique qui est effectivement indispensable et essentielle. Puisque la méthodologie en droit n'est pas celle que les étudiants ont pu acquérir au lycée quand on fait une dissertation, un commentaire d'arrêt ou donc exercice qui ne connaissent pas le commentaire d'arrêt ou le cas pratique. Donc vraiment, la séance de TE, elle est organisée, donc elle est animée par Sarah et moi, on dispose d'une équipe pédagogique composée en fait de chargés de TE, pardon, et donc qui assure justement donc, ces enseignements en petits groupes. Et l'objectif, c'est de s'assurer que à la fin donc, des différentes séances, les étudiants commencent, alors là, on n'est qu'à la... Enfin, cette semaine, on est à la 5e séance, donc il y a déjà des réflexes méthodologiques qui, normalement, ils vont commencer en fait à les acquérir. Et vraiment, c'est de s'assurer qu'à la fin de chaque semestre, je pense notamment aux objectifs au niveau de la dissertation, soient déjà quand même effectivement acquis. D'accord ? Sarah, je te laisse compléter. Merci, bonsoir à tous. Sarah Durel-Marc, donc responsable du parcours droit sciences politiques et par ailleurs en charge du cours de droit constitutionnel dans l'unité de transition, mais également sur l'année. En complément de ce qui vient d'être dit, 2 ou 3 petites choses. L'équipe de chargés de travaux encadrés qui travaille avec nous, que ce soit avec Madame Timmerman ou avec moi, est une équipe que nous coordonnons. Ce qui signifie que chacun ne fait pas ce qu'il veut dans son coin. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Nous donnons des directives et des consignes extrêmement précises sur ce que nous souhaitons travailler et la manière dont nous souhaitons le travailler. Pourquoi ? Eh bien parce que nous travaillons également de manière coordonnée avec les personnes qui assurent les ateliers méthodologiques. Tout ça, ça fonctionne dans un bel ensemble, c'est-à-dire que la progression méthodologique que nous souhaitons mettre en place dans le cadre de nos cours et de nos travaux encadrés est reprise aussi dans les ateliers méthodologiques. C'est parfaitement coordonné. D'où notre inquiétude quand les étudiants ne se rendent pas dans les ateliers au moment où on les y attend. C'est tellement complémentaire que c'est vraiment dommage qu'ils ne s'y présentent pas. Ça, voilà, pour le fonctionnement. Pour le reste, droit constitutionnel et droit civil s'organisent de la même manière, avec le même rythme. Ce qui signifie que, en fait, on ne peut pas tellement être absente l'une ou l'autre. On n'a pas tellement l'option, la possibilité d'être malade, puisque le cours doit avoir lieu le lundi ou le lundi. Et puis la semaine concernée, puisque les travaux encadrés qui réunissent une équipe dans chaque matière de 12 ou 13 personnes auront lieu de toute façon les jeudis et vendredis. Et comme il n'est pas question que nos travaux encadrés aient lieu sans que le cours magistral ait été fait en amont, eh bien, quand il nous arrive pour d'exceptionnelles raisons d'être absentes, nous rattrapons immédiatement ou alors nous anticipons pour faire en sorte que nos étudiants ne soient jamais livrés à eux-mêmes face à une thématique que nous souhaitons travailler. Voilà. Et nous avons construit toutes les deux sur le premier semestre une progression pédagogique concertée, c'est-à-dire que nous travaillons à notre rythme, chacune de notre côté, des exercices méthodologiques qui s'emboîtent bien les uns dans les autres. C'est-à-dire que je ne vais pas aller travailler le cas pratique quand Madame Le Tombe le travaille de son côté. Moi, je travaille la dissertation, ce qui nous permet d'avancer de manière coordonnée tout au long du semestre. Et ensuite, on continue au second semestre. Donc évidemment, après, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais voilà sur le fonctionnement général. Après, ce qu'on peut juste, pour terminer, ajouter sur la particularité également des travaux encadrés, c'est que ces travaux encadrés supposent un travail personnel préalable. Comme je dis à chaque fois aux étudiants, on n'arrive pas les mains dans les poches au TE. C'est-à-dire qu'une séance de TE, ça se prépare. Donc en général, dans l'idéal, on considère qu'une séance de travaux encadrés, ça nécessite à peu près entre 6 et, on va dire, 8 heures de préparation.
Donc, les étudiants sont évidemment en fait prévenus. Donc, on nous regarde avec des grands yeux, mais c'est une réalité. C'est-à-dire entre le moment où il y a la compréhension en fait du cours, l'apprentissage de la méthodologie, la réalisation en fait de l'exercice, parce que comme l'a dit aussi Madame Martin, c'est-à-dire que plus les étudiants vont faire ces exercices, plus les étudiants vont rédiger, d'accord, et on insiste sur la rédaction, et plus vite ils vont acquérir des réflexes de rédaction. Puisque au final, ce qui est vraiment attendu à l'issue en fait d'une première année de droit, c'est d'être en mesure de rédiger, clairement avec la bonne terminologie juridique, avec des développements qui sont structurés et organisés et qui répondent à une problématique. Et tout ça ne peut se faire que si toutes les semaines, l'étudiant, justement, en fait, se prépare et joue le jeu, voilà, de l'entraînement et de préparer correctement sa séance de TE. Donc, la séance de TE, elle ne se fait pas en 2 heures de temps, la veille, en ayant des écouteurs dans les oreilles et en regardant son téléphone toutes les 5 minutes. Si je résume, voilà la situation. Tu aurais pu mettre un épisode sur Netflix en même temps. Oui, voilà, mais après, il y a un temps pour tout. Et ça, je suis la première aussi à leur avoir dit dès le premier cours qu'il fallait justement trouver cet équilibre et qu'ils avaient besoin aussi, à un moment donné, de faire autre chose, mais qu'il y a nécessairement quand même ce temps de travail personnel qui est incontournable et nécessaire. Je plus sois à 100%. Je trouve, avec le temps, on est descendu à 6-8 heures de travail. Puis, il y a quelques années, on n'hésitait pas à dire entre 10 et 15 heures de travail par séance. Donc, je suis à 100% d'accord. Effectivement, travailler en amont pour que ce soit rentable. On peut pas. La connaissance que l'on va livrer ne suffira pas aux étudiants s'ils ne s'en emparent pas personnellement. À cet égard, je tiens à vous signaler, peut-être l'avez-vous entendu dire par vos enfants, que pour ce qui me concerne, l'utilisation de l'ordinateur est proscrite en cours et en travaux encadrés. Pas d'ordinateur, on utilise du papier et un crayon, sauf à ce qu'on ait des dispositifs spécifiques et des besoins pédagogiques particuliers, auquel cas, bien sûr, c'est autorisé. Mais j'ai souhaité qu'on revienne au papier et au crayon parce que les épreuves et les exercices qu'ils seront amenés à préparer sur table, en temps limité, ce sera papier-crayon et pas un ordinateur. Donc, il ne faut pas perdre l'habitude d'écrire. Et on s'empare beaucoup mieux d'un cours quand on l'a déjà réfléchi dans sa prise de notes. L'ordinateur servant souvent à faire tout à fait autre chose, comme la recette de la soupe aux carottes ou comment bien découper une citrouille pour Halloween. Donc, voilà, je me fais rire, monsieur le doyen, mais je suis assez Alors, et je dois vous dire que j'ai observé depuis 2 ans de meilleurs résultats. Donc, je pense que le travail se fait mieux quand on écrit et quand on se concentre pendant toute la séance. Mais on fait des expérimentations régulièrement l'une l'autre pour voir ce qui va le mieux fonctionner. Moi, ça fait 2 ans que je reste sur cette logique. Concernant le temps de travail de 6 à 8 heures, c'est pour chacune des 2 matières. Oui. C'est parfaitement bien décrit. C'est tout ça. Il faut le reprendre pour ceux qui sont à distance. Ouais. 6 à 8 heures de travail, ça signifie reprendre le cours parce que quand on sort de 3 heures de cours, on n'en sait pas grand-chose puisqu'on n'a pas retenu, enfin, pas tout retenu en tout cas. Donc, il faut travailler le cours, l'intégrer, le digérer, le comprendre, éventuellement aller relire dans un ouvrage, dans un manuel, en bibliothèque parce qu'il y a une notion qui nous a échappé, on a mal pris ses notes, demander à un camarade pour compléter la prise de notes. Ça prend déjà un peu de temps. Et ensuite, il faut lire tous les documents qui sont mis à disposition. On leur distribue un certain nombre de fascicules à travailler. Donc, ils vont devoir travailler, préparer, lire, annoter. En ce qui concerne le droit constitutionnel, un certain nombre de questions sont posées dans ces fascicules pour s'assurer qu'on a bien compris et qu'on est bien en train de faire la bonne synthèse d'informations. Et ensuite, on leur donne des exercices à préparer pour chacune des séances qu'ils doivent préparer avant de venir dans les séances de travaux encadrés. L'étudiant qui fait ça chaque semaine,
Il en a rapidement pour moins de 6 à 8 heures. Hein. C'est aussi un rythme à prendre. Hein. Aussi, ce qu'il faut intégrer, c'est le niveau d'exigence qui est attendu. C'est-à-dire que voilà, les étudiants ont eu leur bac l'année dernière et le travail personnel en fait demandé ne correspond pas du tout à ce qui a pu être fait en terminale. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, comme on l'a dit précédemment, un cap à passer. Et que pour justement parvenir à cette exigence, ça ne se fait pas en fait en 2 heures de temps. Donc, ça suppose effectivement d'apprendre et de manière très précise le cours. Et ça, les étudiants n'en ont pas nécessairement conscience. L'année dernière, et d'ailleurs dans 15 jours, ils vont avoir le même type d'examen, que ce soit en droit constitutionnel ou en droit civil. Ils vont avoir 30 minutes pour répondre à 2 questions de cours. D'accord ? Donc, mais vraiment 2 questions de cours. Hein, c'est-à-dire que si l'étudiant a appris son cours, travaillé ses supports, utilise la terminologie juridique appropriée et fait preuve en fait, de précision et est exhaustif dans ses développements, il n'y a absolument en fait, aucun piège. Pour autant, l'année dernière, la moyenne en fait, de l'amphi était de 6 sur 20. Sur des questions de cours. Hein. Sur des questions de cours. Sur les 2 matières. C'est-à-dire en fait que l'étudiant ne doit pas se contenter juste d'apprendre le principe, c'est-à-dire qu'il va devoir approfondir l'énoncé de son principe, il va devoir connaître certains, je schématise, mais certains articles du Code civil, il va devoir être en mesure de restituer la jurisprudence sur la question, de préciser les exceptions, d'illustrer. Et ça, les étudiants au début n'ont pas ce réflexe. C'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, le principe c'est ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'en dire ? Non, il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, vous voyez, donc je schématise, mais je trouve que cet exemple-là permet également de se rendre compte, vous voyez, du niveau d'exigence. Et les étudiants, en général, se disent oh, comment ça se fait, j'ai eu que 6 ou 7 sur 20. Et donc, alors après, et pourtant, on les prévient en amont. Hein. On leur dit que le support de cours n'est pas suffisant, qu'il faut le support, les notes qui sont prises pendant les cours magistraux, également, en fait, le contenu du TE. Mais il y a effectivement ce temps où voilà, l'étudiant, pour certains étudiants, ils mettent justement voilà, du temps à prendre conscience, vous voyez, de ce qui est attendu d'eux, et parce que les années précédentes, on n'a pas été aussi exigeant. Voilà. Alors, le 6-8 heures, vous l'avez compris, est indicatif et évolutif. Hein. Encore une fois, on n'est pas tous égaux dans l'apprentissage. Néanmoins, si on prend une moyenne comme ça, quand on part vierge face au droit, il y a énormément de faux amis. Les étudiants croient avoir tout compris. Parfois, ces faux amis, il faut savoir les laisser de côté et apprendre. Ce qui est fondamental, ce n'est pas de rester dans la logique apprentissage et reproduction, reconstitution. C'est j'apprends, je comprends, je m'approprie, je retraite l'information en la mettant en forme dans l'exercice qui m'est demandé. En fonction de celui-ci, on trouve en fait des niveaux d'exigence qui sont très différents de ceux qu'on a appris quand on était au lycée. Bon, pas pour dire qu'on ne fait pas bien au lycée, mais c'est on rentre dans un autre cheminement et c'est ce qu'on dit la difficulté de la méthodologie juridique. Il y a à la fois le langage juridique et la méthodologie juridique. La combinaison des deux fait qu'il y a un temps d'adaptation, d'où finalement toutes ces heures qu'on offre aux étudiants. Quand on disait 6-8 heures, on peut utiliser une partie de ces heures-là qu'on offre à l'étudiant pour que ce soit accompagné, cet exercice-là, au début. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Il ne faut pas en avoir peur au début. Encore une fois, c'est très évolutif. Au début, c'est ça. J'ai compris, je sais comment ça marche, je connais mes forces, mes capacités, la manière dont mon organisme fonctionne aussi, puisqu'on ne le sollicite pas de la même manière, et je me mets en marche. Ça, c'est très important aussi. Là, si on pouvait demander quelque chose aux parents, vous n'êtes pas tous juristes, mais vous connaissez votre enfant parfaitement. Comment fonctionne la capacité de concentration, combien de temps, comment je peux faire, quel type de pause je peux prendre, comment est-ce que je peux me remettre, quel type d'incitation j'ai besoin pour me remettre et me remettre correctement. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire en groupe, en équipe, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce genre de rencontre ici. Bon, pour laisser un peu de temps de travail en groupe, je ne vais être que très, très schématique sur Prélude, qui vient finalement boucler la boucle sur les questions que vous avez posées par rapport à ce qui est attendu. Comme je le disais à l'instant, ce n'est pas juste apprendre et restituer, c'est apprendre, comprendre, être en capacité de mettre en application et
restituer en fonction de la nature de l'exercice qui nous est demandé. Pourquoi ces précisions sont importantes? Je ne l'avais pas prévu et je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder, tout simplement parce que le paysage universitaire et ce qui est attendu de la part des universités a un peu changé. Une loi OR a été adoptée le 8 mars 2018 qui demande de travailler autour des dispositifs d'orientation et de réussite des étudiants, et un certain nombre de textes d'application ont été pris, dont l'arrêté du 30 juillet 2018 qui concerne le diplôme national de licence et qui nous demande à nous, établissements, de ne pas seulement chercher à acquérir des connaissances pendant les années de droit, c'est ce que nous faisions théoriquement avant. Je dis théoriquement parce qu'on avait un temps d'avance sur cette question-là. Très bien, donc la loi OR ne nous a pas beaucoup surpris. Et on doit aussi être en capacité d'attester d'un certain nombre de compétences acquises à la fin de chacune des années, à la fin du cursus des licences. Du coup, nous avons décidé de changer un peu nos maquettes, en tout cas les modes d'apprentissage, les modes d'évaluation, voire la structuration des maquettes. Et on a décidé de candidater à un appel à candidature nationale, un ANR, pour ceux qui connaissent un peu le langage. Et on a remporté avec nos amis de l'Université Polytechnique de Hauts-de-France, donc Valenciennes, le plus grand appel à projet national sur les questions d'innovation pédagogique et d'adaptation à cet apprentissage par compétences. Donc, nous sommes l'établissement lauréat de la plus grande enveloppe et opération initiative en matière d'innovation pédagogique, et le droit est la discipline qui est en tête de proue dans notre université pour mener ça le mieux possible. Cela a conduit à transformer les maquettes sous l'angle de 6 blocs de compétences. 6 blocs de compétences sur les 3 ans. Je ne vais pas faire tout en détail, mais sachez que votre enfant sera évalué sur chacune de ces 6 compétences à travers les matières juridiques qui sont connues. La première compétence, c'est une compétence numérique. Celle-ci, elle est en auto-formation. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure M. Lavallée. La deuxième compétence, c'est une compétence d'apprentissage. Alors, le terme exact, il m'échappe à chaque fois. Donc, l'idée, c'est d'acquérir des connaissances. Donc là, c'est j'apprends à l'ancienne. La troisième, c'est la mise en forme de la méthodologie juridique. Donc, troisième compétence, c'est effectivement la restitution, en lien avec la restitution et l'apprentissage des différents exercices juridiques. La quatrième, c'est linguistique, langue étrangère et français. Donc, nous avons imposé à tous nos étudiants, en première année en particulier, de passer la méthode Voltaire et d'attester d'un certain niveau de réussite en fonction de la clé d'entrée dans laquelle ils rentrent. La cinquième compétence, c'est une compétence de professionnalisation. Je comprends les métiers vers lesquels je m'oriente ou vers lesquels mène le droit. Donc, on reste très généraliste en première année. Ça devient plus spécial deuxième, troisième année. Et la sixième compétence, c'est une compétence établissement Université catholique de Lille qu'on appelle l'agir éthique et responsable. Donc, ils sont sollicités, les étudiants, pour participer à un certain nombre de dispositifs autour du développement durable, de la négociation internationale, des concours, des MOOC ou des MOOC que nous avons, les MUN, donc les Models of United Nations, plein de choses qui les permettent de mettre en application le droit dans une dimension un peu plus éthique et responsable. Au fur et à mesure, ça évolue. Il y a le bus de l'accès au droit, si vous en avez entendu parler, qui participe à ce type de dispositif, etc., etc. Je donne une partie de moi, mais en donnant une partie de moi, je mets en action les connaissances que j'ai acquises. Voilà. Et je comprends un peu comment le monde est fait et ce que le droit peut apporter pour influer positivement sur ce monde. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que quand vous allez voir les PV de vos enfants, on est un peu déboussolé au début. On dit pourquoi il y a le constitut qui apparaît 2 fois, pourquoi il y a le civil qui apparaît 2 fois, pourquoi j'ai des choses qui sont en haut avec 8 alors que c'est une matière à 1 ECTS, elle ne paraît pas si importante que ça. Parce qu'en plus d'avoir la moyenne de chacune des matières, théoriquement, ce qui était l'objectif d'avant, aujourd'hui, il faut que j'arrive à attester que j'ai acquis aussi des compétences qui seront sollicitées dans l'exercice des professions juridiques. Naturellement, on est en première année, il y a une progressivité, on est très doux dans ce qui est attendu en première année. Tous les étudiants, il y a 2 ans, 3 ans, quand on a démarré, ils nous ont dit « Oh mon Dieu, vous avez tout déplacé, comment ça va se passer? On ne va pas y arriver. » Ça m'a l'air beaucoup plus difficile. Les résultats sont là pour attester que le passage des connaissances au bloc connaissances-compétences n'ont eu aucun impact négatif, bien au contraire. On est passé de 70% de réussite à peu près à 74-75% de réussite avec
des petites courbes qui peuvent être variables à la fin de la première année. Donc, ça paraît plus difficile, mais nous avons tout fait dans la constitution de chacun des blocs pour que des logiques de compensation puissent permettre à votre enfant, à nos étudiants, d'évoluer de manière sereine. C'est juste les modalités de calcul qui ont changé. Et ce que les étudiants ont du mal à comprendre, c'est que certains finissent avec 11 de moyenne générale, mais sans avoir validé leur première année. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un bloc de compétences auquel je n'ai pas fait attention, que je n'ai pas validé. Dans ces cas-là, on les autorise, si c'est très faible ce qui reste, à passer en année supérieure avec la logique de l'enjambement et avec un accompagnement qui n'est pas une obligation de se rendre en cours l'année d'après, mais on est accompagné sur des dispositifs spécifiques pour pouvoir avancer. On aura l'occasion de reparler en temps utile, mais je voulais que vous l'ayez en tête, puisque ce que vous devez comprendre, vous, parents, et surtout dans les échanges avec vos enfants, c'est je ne cherche pas une moyenne générale de 10, ce qui était la tradition historique en fac, mais aussi en collège, lycée, etc. Là, ce que je cherche, c'est la moyenne dans chacun des blocs de compétences, que ce soit à 10, à 12 ou 14, peu importe. Les mentions restent, donc l'idéal, c'est le plus haut possible. Je m'arrête à ça. Je vous laisse encore 2-3 minutes pour poser des questions et ensuite, vous partez avec le directeur de formation dans les salles dédiées ou les salles numériques dédiées à cela. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tout à fait. Alors, il y a deux façons de faire. Si vous voulez un calendrier générique, on a même, ils ont reçu en début d'année un petit fascicule que vous pouvez regarder. Il y a des blocs-notes, peut-être qu'il en reste dehors, vous pouvez en prendre un. Bon, je ne suis pas sûr qu'il en reste ici, mais on a les grandes dates. Les grandes dates, c'est, on sait par exemple qu'on est en examen pour la première année, dernière semaine de décembre avant les vacances de Noël, première semaine de janvier. C'est forcément dans cette période-là. Si vous voulez le détail des examens, c'est plus tard, ils l'auront 15 jours avant la première épreuve. Pourquoi? Parce que pour organiser les épreuves, ce n'est pas que la fac de droit, c'est l'ensemble de la Cato, et nous allons occuper toutes les salles, voire même en dehors du campus. D'ailleurs, ça me permet de vous le dire, même si en principe c'était une communication qui arrivera par Agora. Cette année, il est fort probable qu'on délocalise quelques-unes des épreuves écrites pour aller chercher des lieux où on peut mettre tous les étudiants en même temps dans la même salle. Pourquoi? Parce que les années précédentes, à raison maintenant, donc on ne peut plus mettre un étudiant, une place vide, un étudiant, il faut mettre un étudiant, 2 places vides, un étudiant. Donc, c'est les nouvelles règles aussi en termes de suivi. Ça dépend des amphis, la taille des sièges, etc. Mais c'est généralement la règle ici. Ce qui fait qu'ils nous disent, bah, tel surveillant a fait bien, tel surveillant n'a pas fait bien. Tel surveillant a laissé entrer à 8h01, alors que tel surveillant à 7h59 avait fermé les portes. Du coup, on les met tous, surtout en première année, dans des espaces dédiés. Si on arrive à le faire ici, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est déjà prévu par notre président recteur. Il y a des centres d'examen, on mettra en place des navettes et on vous donnera toutes les informations en lien avec cela pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés par nous, par nos propres moyens. Je ferme cette parenthèse, mes collègues l'apprennent en même temps que je le dis, mais ça fait partie des leçons que nous avons tirées sur les 2 dernières années, puisque l'exigence d'organisation d'une épreuve devient de plus en plus complexe. Voilà. Donc, il y a ça, où vous lui posez la question sur le fameux hyperplanning que vous avez vu. Vous ne verrez pas les épreuves, pas encore en tout cas, les épreuves. Mais par contre, plus tard, elles apparaissent avec l'intitulé de la matière. Donc, aujourd'hui, vous avez tout le déroulé jusqu'au dernier cours. Et 2-3 semaines avant les cours, vous allez apparaître sur hyperplanning la matière, droit constitutionnel, et vous aurez un gros créneau de 3 heures. Vous saurez que c'est le jour et l'horaire de l'examen. D'autres questions? Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir fait le chemin jusque nous et de vous dire que nous sommes naturellement à votre écoute pour toutes les questions personnelles, collectives, qui s'avéreraient importantes, mais en ayant toujours en tête que ce type d'exercice, on ne le répétera pas, puisqu'on est censé lâcher la main progressivement pour qu'ils puissent faire leur chemin eux-mêmes. S'il y a des questions graves, quelle que soit la gravité, mais si on estime qu'elle est grave, on vous contactera. Je mets de côté ce principe. Donc, grave, ça peut être, par exemple, question de santé, risque, absence prolongée qui nous a fait, nous, être inquiets. Là aussi, on prend toutes les précautions pour être sûr
qu'on sait des deux côtés ce qui se passe. Si vous avez une information grave à nous partager, vous n'hésitez pas à la partager parce que ça nous permet aussi de nous adapter et ça me paraît très important de pouvoir échanger là-dessus aussi. Il y a des équipes qui sont dédiées à ça à l'université et à la faculté. Non, si vous écrivez soit à l'adresse université, sinon vous allez sur notre site. Chacun de nous, c'est prénom.nom@univ-catholil.fr. On n'a pas les mêmes adresses que les étudiants, même si on a des codes pour pouvoir y accéder. Nous, c'est univ-catholil.fr. Les étudiants, c'est lacato.fr. Voilà. Donc, et tout ça est sur le site Internet. Vous voulez écrire à moi, à M. Lavallée, à Mme Letombe, vous avez le même principe. Voilà. Letombe-Timmerman, pardon, parce que j'oublie le tiret. Voilà, merci beaucoup à tous. Et donc, Romain, tu nous indiques les différentes salles qui sont là. Bonne soirée et à très bientôt. Merci d'être venu. On vous retrouve sur les autres liens de connexion pour les différents parcours. Il faut juste nous laisser le temps de rejoindre la salle et de nous connecter.